déglu ay kàddoom. C'est bon. C'est bon, hein? On peut y aller. Alors, maître, vous nous avez convié à cette déclaration aujourd'hui. Quelle est la teneur? Ce sera une déclaration très brève et je m'adresse aussi bien aux Sénégalais qu'à la communauté africaine et de façon plus large à la communauté internationale. Depuis ce matin, un huissier de justice accompagné du mandataire d'une coalition qui porte la candidature de M. Ousmane Sonko, détenu injustement et arbitrairement dans les geôles de l'État, ont voulu signifier la décision de justice qui a été rendue le 14 décembre dernier. Et le mandataire a demandé que je l'accompagne en tant qu'avocat. Donc, c'est en ma qualité d'avocat du mandataire que j'ai été donc de la partie. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont demandé d'attendre pour qu'ils informent la direction générale des élections et la direction de l'automatisation du fichier électoral pour qu'ils puissent nous recevoir et que chacun accomplisse son devoir après avoir reçu la décision de justice qui d'ailleurs leur a été notifiée par l'honorable juge Thion. Nous avons attendu quelques instants. Ensuite, je me suis levé. J'ai dit que vous ne pouvez pas nous faire attendre indéfiniment. C'est un service public. Il faut avertir ceux que nous voulons rencontrer. C'est alors qu'ils nous ont dit, bon, écoutez, maître, mieux vaudrait venir à 15 heures dans la mesure où c'est l'heure de la pause. Bon, j'ai demandé donc au mandataire et à l'huissier de se retirer. Et là, je devais, en tant qu'avocat, donc exercer mon travail correctement en me rendant au niveau de la direction nationale de l'immigration clandestine. Ils ont voulu m'empêcher donc de rester dans les locaux parce qu'il s'agit en fait de 3 services. Je dis que vous ne pouvez pas m'empêcher et ne me touchez pas. C'est ainsi que j'ai forcé, je leur ai dit que vous occupez-vous de votre service, mais ne vous occupez pas des autres services où en fait, moi, je dois me rendre et travailler. Donc il y a eu des obstructions, des tiraillements, j'ai forcé, ils m'ont laissé passer. C'est ainsi que je me suis rendu à cette direction. On m'a fait comprendre qu'il ne restait qu'un petit service puisqu'ils ont déménagé. Puisque j'ai aussi autre chose à faire, je me suis rendu à la direction de la surveillance du territoire donc national. Bon, ils m'ont suivi. Aujourd'hui, j'étais la personne la mieux gardée parce qu'ils étaient nombreux et je me sentais en sécurité. Sauf si eux-mêmes m'agressaient. Bon, ils m'ont suivi jusqu'à la porte du bureau de l'adjoint au directeur. Je leur ai dit, mais entrez, il ne faut pas attendre, suivez-moi. C'est alors qu'ils se sont retirés et ils nous ont attendus donc dans la cour. À 15 heures, après avoir effectivement fait ce que je devais faire dans ce service, je suis ressorti, il était 15h09. J'ai demandé à l'huissier et au mandataire
Bon, donc de me suivre pour qu'on aille voir ce que nous avait dit d'attendre. Arrivés sur les lieux, ils nous ont servi comme quoi, donc le directeur n'était pas là, qu'il fallait attendre. Nous avons attendu et à un moment donné, nous avons compris que le directeur pourrait être là-bas. Nous avons essayé donc au moins d'avoir une personnalité qui puisse le remplacer parce qu'un service ne peut pas être vacant. Si la personne qui a la direction du service est absente, il y a bien un adjoint. Ou bien, si l'adjoint n'est pas là, il y a toujours une autre personne qui assure la continuité du service. Donc j'ai demandé à ce qu'on nous permette de rencontrer toute personne qui pourrait en fait nous recevoir. Bon, et là, ils ont dit qu'il fallait attendre. Bon, je devais me rendre dans le cadre de mon travail, puisque je n'accompagnais que le mandataire, n'est-ce pas? Alors j'ai dit au mandataire, bon, vous restez, moi je pars, je reviens dans 1 heure. C'est pourquoi je vais quitter. À mon retour, la situation était la même. Ils m'ont dit que le directeur, le commissaire de police de la Médina leur a dit avec, je ne sais pas, une personne qui serait comptable ou je ne sais quoi dans le service, bon, d'attendre qu'ils allaient être reçus. Mais que seul le mandataire pouvait être reçu. J'ai dit d'accord. Bon, maintenant, il faudrait que je parle à cette personne ou bien que je parle au commissaire de la Médina. Impossible de les avoir. J'ai alerté toutes les autorités du pays qui pouvaient prendre des décisions et leur faire comprendre que c'est un service public. Alors, c'est là que j'ai vu que des citoyens entraient et sortaient, ils nous empêchaient d'entrer. Je leur ai dit, c'est un service public, vous ne pouvez pas m'empêcher d'accéder à ce service. Ils m'ont dit, maître, vous ne pouvez pas entrer. J'ai dit, pourquoi? Ce sont des ordres. Des ordres de qui? Personne ne répond. J'ai alerté toutes les autorités, je leur ai dit, j'entrerai dans ce service en tant qu'avocat et en tant que citoyen. J'entre seul et personne ne m'accompagne, s'il le faut. Ils m'ont dit en tout état de cause, aujourd'hui, les ordres, c'est que vous ne franchirez pas cette porte. Évidemment, j'ai essayé d'entrer. Et vous avez pu filmer cela. Et à la limite, ils allaient me brutaliser. Je leur ai dit maintenant, je sais que vous avez reçu des ordres. Si un seul citoyen franchit cette porte, j'entrerai avec ce citoyen et vous prenez la responsabilité de me brutaliser en tant que citoyen fréquentant un service public. Alors, ils ont fermé la porte où on devait passer pour ouvrir l'autre porte. J'ai vu que c'était ouvert, je me suis rendu à cette porte, ils ont fermé cette porte pour ouvrir l'autre porte. Donc vous avez vu, vous tous, vous avez pu assister à cela et j'avais mal. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui en fait devait donner l'exemple de civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous des ordres. Des ordres qui ne sont pas occultes. Parce que, c'est un service du ministère des élections qui est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, qui est au courant, je l'affirme, de la situation. J'ai fait en sorte qu'il soit alerté. Il n'a pas réagi. Ensuite, il y avait des forces de défense et de sécurité qui sont des GMI. Les GMI, c'est la police nationale. J'ai alerté le directeur de la police nationale et toutes les personnes qui pouvaient leur demander de me laisser accéder à ce service comme citoyen. Ils n'ont pas réagi. Et puisque je m'attendais à être brutalisé, ils avaient reçu des instructions
j'ai alerté le procureur de la République, j'ai alerté le procureur général près la cour d'appel qu'il s'apprêtait à me brutaliser. Et j'ai alerté aussi le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, il faut que les masques tombent. Il faut que les masques tombent et que l'on sache que nous sommes dans un État autoritaire qui a rompu avec l'État de droit, qui est dans la violence sous toutes ses formes. Et un État qui n'est pas décidé à rester dans la coupe d'un État démocratique. Parce que Ayoub a été empêché d'aller prendre les fiches, l'huissier de constater que les fiches ont été remises ou qu'ils ont refusé d'exécuter une décision de justice, ce qui en fait est puni par la dégradation civique. Et le refus d'exécuter une décision de justice est puni aussi par la loi. Donc ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ce sont ceux-là qui sont en train de violer la loi. Et malheureusement, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants qui sont en mesure de comprendre et qui peut-être penseront que ce qui est anormal, c'est ce qui est normal. Parce que la référence, ce sont les hommes de loi. La référence, ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce sont les personnes les plus respectées. L'avocat est considéré comme quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui n'a pas à avoir de parti pris. Il a un client, il le défend. Il est coupable, il plaide coupable et il demande la clémence ou les circonstances atténuantes où il met en œuvre des mécanismes permettant à son client d'avoir ailleurs la possibilité de sortir des griffes de la justice. Il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Voilà, ils auront besoin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique. Ils l'ont bafoué et ils l'ont ravalé à un rang ou méconnaissable. C'est pourquoi la communauté internationale, ce n'est pas la première fois que je parle à la communauté internationale. Je leur ai dit, réagissez alors qu'il est temps. Le Sénégal, sur le plan géostratégique, est extrêmement important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour le monde entier. Tout le monde connaît la position géographique, géostratégique. Et dans la sous-région, c'est aussi un pays qui non seulement était un guide, parce que je me souviens, un haut magistrat a eu à me tenir ses paroles. Maître, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Si vous agissez ainsi, que va devenir notre pauvre petit Togo? Un très haut magistrat. Si elle m'entend, elle saura que c'est elle qui a dit cela. Donc c'est le désespoir. Mais il faut aussi que la communauté internationale sache que ce n'est pas un peuple violent, ce n'est pas un peuple suicidaire. C'est un peuple qui est debout, qui demande simplement à ce que ce pays respecte la loi, que ce pays respecte l'état de droit et que ce pays respecte la démocratie pour que nous puissions vivre en paix. Donc, s'il y a une caste de personnes qui sabordent tout cela, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires qui parlent à ceux qui sont en train de bâillonner le peuple, qui tuent le droit à la communication, qui tuent le droit à l'expression, qui tuent le droit à l'opinion et qui embastillent tout le monde. C'est quelque chose de connu. Pourquoi ce silence? Il y a assez de morts, il y a assez de blessés. La communauté internationale, en dehors de l'union interparlementaire, je n'ai pas encore de réaction tangible. Et l'union interparlementaire en train de suivre cela, c'était depuis le début lorsque les droits de Ousmane Sonko ont été violés alors qu'il était député. Depuis l'union internationale suit la situation,
demande des rapports complémentaires et suit la situation de près. Et avait aussi demandé à ce que l'on essaie d'envoyer ici des personnes qui parlent aux autorités. En dehors de cela, tout le monde se tait. Demain, chaque pays voudra courtiser le Sénégal. Faites attention, le peuple sénégalais est mûr et le peuple sénégalais sait être reconnaissant et le peuple sénégalais sait reconnaître ses amis. Ce n'est pas après tant de morts et que le peuple est réussi de par sa jeunesse, de par sa population, de par le courage, l'honnêteté, la loyauté de certains magistrats qui resteront intègres jusqu'au bout. Je ne me gênerai nullement de citer le juge qui a eu ce courage, Madame Aïssatou, qui a eu le courage de refuser une décision à laquelle elle n'adhérait pas. Je parlerai de Madame Mariam Gueye, qui a eu le courage de dire ce qu'il fallait dire. Et ce qu'elle a dit, nous le retrouvons en filigrane dans la décision, aussi bien de Savassi que dans la décision du juge Tchorn qui a été rendue le jeudi dernier. Et aussi le courage de Ousmane Diagne, le procureur général. Quant à Tchorn, tout le monde entier apprécie sa décision, non pas seulement parce qu'il a dit le droit, c'est une décision de haute facture, mais aussi parce qu'il a eu le courage, malgré les pressions, de dire le droit. Et c'est ce que nous attendons des juges. Quand un pouvoir est finissant, quand un régime est finissant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce régime? Sauvons ce pays. Aujourd'hui, que cela soit les magistrats, les avocats, les forces de défense et de sécurité, les simples citoyens, nous devons sauvegarder le minimum que nous avons eu et que nous avons conquis de haute lutte, que le peuple sénégalais a conquis de haute lutte, depuis des générations et des générations. Depuis Lamine Senghor, certainement, certains ne le connaissent pas, Lamine Senghor, depuis Aline Sitoé Diatta, depuis même Senghor, qui a eu à nous faire à intégrer dans notre constitution, pour en faire un bloc de constitutionnalité, le respect des conventions internationales dans lesquelles il y a le respect des droits de l'homme, le respect des droits économiques et sociaux, et maintenant avec l'évolution, les droits environnementaux et autres. Et nous n'avons pas assisté à cela. Senghor avait des limites. Et lorsqu'il était sur une ligne rouge, il savait s'arrêter pour sauvegarder l'essentiel, la démocratie et l'état de droit. Abdou Diouf aussi, qui l'a succédé, a fait la même chose. Plusieurs fois, lorsqu'il y avait péril et menace, et que l'ordre national pouvait être troublé, l'ordre public pouvait être troublé, il n'a pas hésité à appeler à un gouvernement d'union nationale unissant les cœurs et les esprits. Abdoulaye Wade, pareil. Lui aussi, il a sauvegardé cela. Et il avait des limites. Tout le monde sait que lorsque l'Assemblée nationale allait se prononcer sur une certaine loi et que la population a manifesté, immédiatement il a demandé le retrait de ce projet de loi. Donc il avait des limites. Pourquoi maintenant on ne peut pas avoir de limites? Pourquoi maintenant on ne parle pas à son peuple? Pourquoi maintenant on ne parle pas à l'opposition? Pourquoi on ne cherche pas la paix? Pourquoi on ne cherche pas la concorde? Pourquoi veut-on toujours la confrontation? Pourquoi est-ce que la violence est érigée en règle dans ce pays? Tout le monde a mal. Et les esprits doivent revenir. Et je m'adresse aussi à ceux qui devraient parler dans ce pays en dehors de la communauté internationale. Des personnes sont des électeurs, de grands électeurs, des guides, auxquels ce qu'on appelle les talibés ont donné leur sueur, ont donné leur sang et donnent tout. Et ces talibés aujourd'hui ont besoin d'eux. Et ils ne demandent qu'une seule chose, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qui doit être dit. Ils ne peuvent pas continuer à se taire. Ce peuple est à bout. Il ne reste maintenant pratiquement que moins de 65 jours. C'est un régime finissant.
Donc le peuple ne peut pas être pris en otage. Il faudrait que ceux qui aujourd'hui peuvent créer l'équilibre, et notamment la justice, qu'ils disent basta, 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 et que le peuple retrouve effectivement sa quiétude et elle aille vers une élection inclusive, sans laquelle une élection qui ne peut être une élection qui reflète la volonté populaire si Ousmane Sonko n'en fait pas partie. Aujourd'hui, deux exigences, que les juges prennent leurs responsabilités et qu'ils demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits ou qu'ils en tirent les conséquences et déclarent Ousmane Sonko candidat aux élections de 2024. Ils en ont le pouvoir, la loi leur donne la possibilité et aussi Ousmane déposera un dossier qui sera conforme à tout ce qui est dit. Donc, cela est attendu. La justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand une société se fissure, c'est la justice qui la recolle. Et maintenant, il se trouve que cette société est pratiquement fissurée. La justice est en train de la recoller. J'espère qu'on ne rencontrera pas sur le chemin de la justice des personnes qui, eux, créeront encore un séisme, n'est-ce pas, sur ce qui est en train de se faire. Donc, il faudrait que la justice rétablisse Ousmane dans ses droits ou en état de cause tire les conséquences de toutes ces violences, de toutes ces obstructions, pour savoir que c'est l'administration chargée de l'organisation des élections qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Et que par voie de conséquence, reçoivent le dossier de Ousmane comme étant un dossier valable et le déclarent candidat aux élections de février 2024. C'est cela, en fait, que le peuple attend. Et j'espère effectivement que je serai entendu. Aujourd'hui, la justice est au créneau. Même si on n'entend pas la voix du ministre de la Justice, elle est au créneau. La justice, c'est des hommes et des femmes. Chacun a une éducation. Chacun a un destin. Ce ne sont pas des hommes qui font les destins des autres. Non, les destins des autres se font par ces personnes elles-mêmes, de par la volonté de Dieu. Je suis croyant et le destin de chacun est inscrit au front. Ceux qui pensent que leur destin dépend d'un homme se réveilleront dans une grande surprise. Je vous remercie. Aujourd'hui, quelle est la prochaine étape? On vous a reçu aujourd'hui là. Quelle est la prochaine étape? Bon, comme je l'ai dit, je suis intervenu en tant qu'avocat de Ayib Daffé, qui d'ailleurs a donné une interview. Pour ce qui est de l'étape concernant Ousmane, moi j'ai simplement parlé en tant que citoyen et en tant que personne